C'est la résolution numéro 1 du début d'année en 2018. Faire du sport arrive en tête des bonnes intentions des Normands. Objectif après les fêtes, perdre quelques kilos, se faire du bien, évacuer ses tensions. Bref, retrouver un esprit sain dans un corps sain. Qu'on en fasse en dilettante, en amateur ou en professionnel, le sport a des vertus, mais sa pratique engendre parfois des dérives. On en parle tout de suite dans Enquête de région. Bienvenue au Havre, au stade Océane, le plus grand équipement sportif de Normandie. Un cadre idéal pour une nouvelle enquête de région consacrée ce mois-ci au sport. Inaugurée en 2012, cette enceinte peut accueillir jusqu'à 25 000 spectateurs autour de sa pelouse. Ici se jouent les matchs de Ligue 2 de l'équipe de football du Havre. S'y déroulent également des matchs de rugby et des concerts. Le sport, c'est la santé, paraît-il, mais pour certains, la recherche de la performance peut mener à franchir la ligne rouge. Le sport, c'est aussi depuis longtemps un véritable business qui ne cesse de prospérer et de conquérir de nouveaux territoires. Tout de suite, le sommaire. Le sport, c'est la santé. Vincent Guerrier, un jeune Canet de 24 ans, l'a toujours pensé. Mais la vie s'est chargée de lui rappeler douloureusement. Dans un premier temps, j'ai appris que j'étais atteint d'un cancer. Et dans la foulée, l'objectif a été de courir le marathon et d'en arriver au bout. Le sport et ses bienfaits, nous en parlerons avec Valérie Fournéron, médecin et ancienne ministre des Sports. C'est elle qui est à l'origine de la loi du sport sur ordonnance. Il y a une place dans un parcours de soins pour l'activité physique. Alors cette activité physique, elle doit être évidemment dosée au risque du malade, à son traitement. Mais il y a une place non seulement parce que ça fait partie d'une rémission, d'un parcours de rémission, mais aussi pour l'équilibre. La recherche de la performance génère aussi des dérives. Le cycliste Fabien Taillefer nous parlera de son expérience, aux côtés toujours de Valérie Fournéron, qui préside l'autorité internationale de contrôle antidopage. M'être dopé, c'est ça la plus grosse bêtise. Et, non, je suis bien comme je suis, de toute façon, je ne peux pas revenir en arrière. Le e-sport, ou jeu vidéo de compétition, connaît ces dernières années un véritable engouement. Les adeptes se comptent par millions à travers le monde et la France n'est pas en reste. Mais peut-on parler pour autant d'une pratique sportive ? C'est déjà un sport à même titre que le basket, le handball ou le football américain. C'est en termes de nombre d'abonnés, en termes de nombre de visualisations télévisuelles. Du coup, pour nous, ça sera sur Internet, mais ça se comptabilise pareil que le télévisuel. On a les mêmes chiffres que n'importe quel gros sport, à part le foot qui est encore devant. Le sport, dans notre région, ce sont tout d'abord près de 8000 clubs sportifs. Un Normand sur 5 est licencié de l'une de ces structures. Les plus populaires restent le football, bien évidemment, suivi par le tennis et l'équitation. Et puis il y a tous ceux qui pratiquent une activité physique sans appartenir à aucune fédération. Depuis les années 2000, la course à pied, rebaptisée running, compte de plus en plus d'adeptes, tout comme le fitness et le sport en salle, les anciennes salles de musculation. Autrefois réservées aux seuls bodybuilders, elles se sont popularisées et ouvertes à tout type de public. Pour en comprendre les raisons et les bienfaits, Erwan, tu as poussé la porte de l'une de ces salles et un peu de fonte aussi. Le sport, voilà bien une idée qui vous ramène assez facilement en enfance. Pour moi, comme pour beaucoup de garçons, cela a commencé il y a plus de 30 ans, avec du football, puis est venu le tennis, le vélo en famille, la natation, le judo, la voile, le ski, et j'en passe. Mais dans cette carrière sportive, il y a bien un endroit où je n'avais encore jamais mis les pieds, une salle de sport. Elles sont pourtant en vogue depuis quelques années. Pour tester sur la seule agglomération de Caen, j'ai même eu le choix entre une quinzaine de structures différentes. Bonjour. Bonjour. Je suis Erwan, j'ai réservé pour une initiation. Donc c'est très simple, on va vous proposer d'être accompagné par un coach pendant 1 heure. Ça se passe juste ici avec Corentin. Ok, bonjour. Bonjour. Enchanté. On y va, let's go. Pour commencer, direction le vestiaire.
Et c'est parti pour 1 heure de sueur. On va se diriger sur le rameur Ouais. pour commencer. Je te laisse t'installer. Ok, Voilà. comment ça marche? Tu tires les coudes vers l'arrière et tu relâches tranquillement. Super. Et on est parti. Ici, tu as les repères, tu as le nombre de coups de rame que tu donnes en 1 minute. Ok. Là, on peut régler ensuite pour voir les calories que tu es en train de brûler. Je suis passé devant. Ça, c'est une activité qui permet quoi? Donc du coup, déjà de 1, tu travailles une partie de ton cardio. Ensuite, tu renforces les muscles de ton dos, les muscles des bras. En gros, ça travaille en globalité quasiment tout ton corps. D'accord. Et là, l'avantage, c'est qu'une personne même en surpoids pourra faire cet exercice-là, alors qu'une personne en surcharge pondérale au niveau du tapis de course peut se faire mal au genou en courant. Après l'échauffement, place aux choses sérieuses avec les poids et ce que l'on appelle ici des soulevés de terre. Cette fois, plus que le cœur, ce sont les muscles qui sont mis à contribution. Ça tire, ça commence à faire mal et ce n'est pas fini. Il faut le faire une petite centaine de fois et après ça le fait. Tac. Du coup, je te laisse t'installer. Ouais. On va commencer juste par le plus léger pour que c'est tu bien vois ça. le mouvement. L'idéal, c'est d'avoir des sensations du coup que ça brûle légèrement au niveau, que ça brûle un petit peu au niveau de la poitrine. Alors les exercices s'enchaînent, sans répit. L'idée, c'est de se faire mal un petit peu quand même. Ah oui, il faut, oui. Il faut. Bah, c'est comme ça qu'on déchire les fibres et du coup qu'on transforme en fait le muscle, qu'on l'améliore. On va monter un petit peu. Et on y va, tu tires les coudes vers l'arrière et tu relâches, sans bouger ton buste. Ouais, Tu vois, ton le buste. but, il doit pas En bouger. gros, faut pas que tu décolles de ma main. 5. Ici, ce sont les muscles du dos qui travaillent. Et ça sert à quoi de travailler le dos? Bah du coup déjà devant pour la posture. Parce qu'en général, il y a beaucoup de personnes maintenant avec les téléphones ou autres, on est beaucoup en avant. Les ordinateurs, les livres, même peu importe, hein, la voiture. Et le fait de travailler le dos, en fait, ça permet de redresser un petit peu la posture. Allez, bien travaillé, je m'offre une petite pause. Dans la salle autour de moi, chacun transpire à son rythme. Footing sur tapis pour les uns, exercice de musculation pour les autres. C'est quoi l'objectif pour vous, la salle de sport? Ils perdent du poids. Voilà, c'est le seul objectif pour l'instant. Après, on verra. Alors moi, j'ai envie de... J'étais une personne qui était très mince. Et en fait, le but, c'est de prendre du volume et dessiner et avoir un corps sculpté pour se sentir bien dans sa peau aussi. On cherchait vraiment un aspect où on voyait un petit peu les muscles, une question d'être à la fois forte et à la fois tonique. Et donc ça, c'est quelque chose qui apporte que vraiment de soulever les poids et que je ne retrouvais pas en courant ou en faisant beaucoup plus de cardio. Vas-y, tends les jambes. Bon, moi je n'en suis pas encore là. Je termine avec une petite séance d'abdominaux et ça suffira bien pour aujourd'hui. Là, tu sens que ça commence à trembler. C'est que c'est efficace. Tends bien les bras, tends bien les bras. Qu'est-ce qui vient aujourd'hui dans une salle comme celle-ci? Tout le monde. Ça peut être une personne de 70 ans qui a toujours été sportive, mais qui n'a jamais voulu venir dans une salle avec le stéréotype des personnes musclées ou autres, et qui découvre qu'en fait on peut faire plein de choses. Comme ça peut être une personne de 16 ans qui veut simplement changer son corps et devenir, avoir plus confiance en soi. C'est vraiment plus la mode avec Instagram, Twitter, avec tout ce qui est sur internet, le physique plutôt beau, le physique attirant, donc du coup les gens viennent plus facilement pour ça. Finalement, peut-être que moi aussi je pourrais prendre la résolution d'aller cette année en salle de sport. Peut-être oui, ou peut-être pas. Bon, j'ai pas l'impression que tu aies beaucoup transpiré, Erwan. On va y revenir tous les deux dans quelques instants. Mais d'abord, on s'est déplacé dans les tribunes du stade Océane au Havre, où l'on vous accueille. Valérie Fournéron, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes ancienne ministre des Sports, médecin. Avec vous, on parlera évidemment de santé, de sport et de santé. Mais d'abord, Erwan, quelques mots sur ton expérience. Toi, tu fais du sport régulièrement. Comment tu as vécu cette séance de sport en salle? D'abord, ce qui est différent pour moi qui suis habitué à du sport collectif, c'est que là, il n'y a pas d'entraînement en vue d'une compétition. On vient dans une démarche vraiment personnelle pour se muscler, pour se sculpter un corps, on l'a entendu. Moi, j'y ai surtout vu des jeunes, mais les responsables de la salle me disaient qu'il y a bien des gens de tous âges, jusqu'à 80 ans. Et on voit bien cet engouement en fait, à travers la multiplication des salles, notamment en Normandie. Valérie Fournéron, vous faites du sport? Vous faites du sport en salle ou pas? Je ne fais pas de sport en salle, sauf quand je suis en déplacement, surtout à l'étranger, où j'aime bien pouvoir être logé dans un hôtel. La catégorie m'importe peu, pour peu qu'il y ait une salle de sport. Sinon, oui, j'aime bien aller courir. Je cours volontiers sur les quais au moins 2 fois par semaine. C'est un équilibre personnel indispensable. Valérie Fournéron, vous êtes donc médecin du sport, ancienne ministre des Sports, ancienne députée maire de Rouen. Aujourd'hui, vous présidez l'autorité internationale de contrôle antidopage. Vous allez nous accompagner une grande partie de cette émission. Pour commencer, une question. À quoi est-ce que ça sert de faire du sport? C'est à la fois un équilibre de vie, c'est un outil de santé publique. C'est aussi des moments d'éducation dans le parcours d'un enfant.
des moments aussi de grande fierté quand il y a, comme dans ce stade et dans d'autres, des moments de rassemblement de personnes de toute origine qui peuvent se rassembler derrière une pratique sportive. Donc santé publique, éducation, diversité des populations. Puis quand on sait que la première cause de mortalité évitable dans le monde, c'est la sédentarité, on a évidemment envie que tout le monde trouve une pratique à sa mesure, à sa capacité physique, à son risque, à son âge, à son envie. Et puis le sport, c'est un peu un outil, un effet dose. Vous n'en faites pas du tout, vous avez toutes les pathologies de gens qui ne font aucune activité, et donc toutes les maladies cardiovasculaires qui peuvent exister, etc., tous ces risques. Mais vous en faites trop, vous avez aussi quelques risques de surutilisation. On sait que par exemple, des pathologies pour des anciens footballeurs professionnels vont être un peu différentes de celui qui a juste fait de la course à pied de façon loisir. Donc il y a aussi cet aspect-là. Mais le sport, il apporte dans son équilibre personnel, aussi un petit peu, on sait, on fabrique ce qu'on appelle des endorphines, des petites hormones qui vous font vous sentir bien. Et quand vous arrêtez de faire du sport, sur le plan de l'équilibre personnel, vous vous sentez moins bien si vous êtes un habitué. Bon, alors le sport, c'est la santé, on l'a compris, Valérie Fournéron. Vincent Guerrier en a fait l'expérience. Ce Canet de 24 ans a vaincu un cancer sans jamais renoncer à son objectif sportif. La course à pied s'est même révélée être un allié face à la maladie. Avant de le recevoir sur ce plateau, retour sur son histoire. Vincent n'a que 24 ans et il n'a jamais aussi bien porté son nom. Vincent Guerrier. Ouais, l'année a été assez particulière pour moi puisque dans un premier temps j'ai appris que j'étais atteint d'un cancer et dans la foulée l'objectif a été de courir le marathon et d'en arriver au bout. J'apprends que j'ai un cancer le 9 août 2016. Je suis en vacances avec Léa, mon amie. On est tous les deux dans le sud et on reçoit un coup de téléphone du médecin qui nous dit qu'il va vite falloir rentrer de vacances parce qu'on va devoir attaquer la chimiothérapie. Vincent a la maladie de Hodgkin, un cancer du système lymphatique. Une radio et une biopsie révèlent une masse qui lui écrase une partie de ses poumons. Ça fait 16 cm de haut sur 10 cm de profondeur. Donc c'était là encore des réponses à mes interrogations sur pourquoi j'étais si essoufflé quand je faisais du sport et même quand je faisais de la simple marche. Le traitement de Vincent va durer 4 mois. 8 séances de chimiothérapie puis 15 de radiothérapie. Vincent le cycliste et Léa la cavalière, amateurs tous les deux, décident d'affronter la maladie en courant. En fait, Vincent m'a appelé, il sortait de son rendez-vous avec le radiothérapeute, donc le médecin qui allait s'occuper de lui faire les rayons après les traitements de chimio. Et il m'appelle tout triste en me disant, le médecin m'a dit que je ne pourrais jamais courir de marathon et moi j'avais quand même envie d'en faire un. Et du coup je lui ai dit qu'on s'en foutait, qu'on allait quand même essayer de le faire et que s'il fallait que ça prenne 10 ans, ça prendrait 10 ans, mais qu'on commencerait à s'entraîner petit à petit. Parti. Pendant le cancer, j'ai eu le sentiment que le corps m'avait un peu trahi. Donc j'avais besoin de reprendre moi-même le dessus sur lui, de pouvoir refaire des entraînements, de sentir que le corps se remusclait, etc. Et j'ai senti cette progression au fur et à mesure des entraînements. En hématologie, les médecins suivent de près l'état de santé de Vincent et son programme de chimio couplé au sport. Ils le laissent courir à son rythme. On a même été très très étonnés par rapport à l'importance de la maladie au départ, du fait qu'il arrivait à continuer à faire du sport. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt rare, exceptionnel. Et puis, il l'a dit tout de suite qu'il allait continuer de toute façon. Ça fait partie de lui-même, je crois. Faire du sport, c'est bon pour la santé, y compris quand on est malade. Il était autrefois interdit. Il est désormais encouragé, prescrit à l'hôpital. C'est le seul soin de support chez lequel on a prouvé une amélioration de la fatigue des patients avec cette activité sportive. On améliore sa qualité de vie, la tolérance des traitements. Ça a un bienfait aussi sur le plan psychologique. Il y a une amélioration nette ça les fait sortir un petit peu des traitements et des hospitalisations. Vincent se sent de mieux en mieux. En avril, après ses séances de radiothérapie, les médecins lui annoncent qu'il est en rémission. 3 semaines plus tard, il court son premier marathon. La route du Louvre, entre Lille et Lens.
Moi, j'étais pas très d'accord à ce moment-là. Et puis en fait, il allait tellement mieux que c'était presque une évidence qu'il fallait qu'il le fasse à ce moment-là, quoi. Juste là, Léa était juste à l'arrivée, je l'ai retrouvé tout de suite, j'ai eu 2 mètres à faire et hop, on s'est tombés l'un et l'autre dans les bras, je crois qu'on a pleuré tous les deux pendant 2 minutes et puis... moi je l'attendais comme ma rémission à moi, c'était vraiment le moment où tout s'achevait quoi, on tournait vraiment là, enfin je pense qu'on a tourné la page tous les deux peut-être aussi à ce moment-là. Tu dis toujours honte? Oui parce que Léa elle a toujours été là depuis le début donc Léa a jamais quitté. Elle m'a toujours accompagné pendant les traitements, elle m'a toujours soutenu, elle a demandé à être mutée à Caen, donc on a toujours tout fait à deux. Quand la maladie a surpris le couple, Léa et Vincent étaient tous les deux en alternance pour devenir journalistes. Ils sont désormais diplômés et leur parcours personnel les a inspirés professionnellement. On s'est dit que c'était quand même quelque chose, une expérience qu'il fallait qu'on partage. Donc on a eu envie d'abord d'en faire un documentaire et puis on s'est dit on va faire un site internet à côté qui sera un site d'information et qui va nous permettre en plus d'exercer notre activité journalistique et qui s'appelle maladedesport.fr. Car le sport aide aussi à tenir la maladie à distance. Il limiterait les risques de rechute de 40%. Vincent Guerrier, on vous retrouve dans cette tribune du stade du Havre. Première question, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes définitivement guéri? Bah oui, ça va beaucoup mieux effectivement qu'avant. Définitivement guéri, on n'est jamais définitivement guéri de cette maladie-là. Enfin, je suis en tout cas en rémission depuis le mois d'avril. Donc j'ai des contrôles qui sont réguliers et ça va être le cas encore pendant 5 ans. À partir de 5 ans sans rechute, dans le cas du cancer, on est considéré comme guéri. Donc il faut attendre encore un petit peu, mais bon, tout est revenu à la normale en tout cas. En quoi le sport a contribué à cette rémission, du coup, pour vous? J'ai pas de certitude scientifique encore que, mais bon, c'est sûr que moralement, moi j'avais effectivement le sentiment que quelque chose avait été un petit peu déréglé dans mon corps. Voilà, bien avant que je sache que j'apprenne la maladie, j'avais des signes avant-coureurs, une fatigue, etc. Donc moi qui étais sportif, je sentais que quelque chose n'allait pas. Et c'est effectivement l'activité physique, le sport qui m'a permis de reprendre confiance en moi. Même pendant les traitements, j'ai senti vraiment une amélioration. Ça me permettait aussi pendant les traitements d'avoir un espèce d'agenda sportif. Enfin voilà, j'étais du coup en arrêt maladie, j'étais un petit sportif amateur qui programmait ses entraînements en fonction aussi de la chimio, etc. Donc c'est tout un ensemble de choses qui font que moralement ça allait bien et puis de voir son corps réagir de mieux en mieux, effectivement ça permet aussi d'aider à la guérison, enfin je crois. Valérie Fonéron, vous êtes médecin du sport. Qu'est-ce que ça vous inspire ce parcours de Vincent? D'abord la volonté de Vincent en premier et puis surtout la traduction finalement de ce que nous avons essayé de porter, que moi j'ai essayé de porter dans la loi de la santé, qu'il puisse y avoir enfin dans notre pays de la prescription de sport sur ordonnance pour des malades dans le cadre d'un parcours de soins. Parce que les données scientifiques sur les cancers, les données scientifiques sur les maladies cardiaques, les données scientifiques sur le diabète, nous les avons. Pourtant, nous avons une culture dans notre pays qui est plutôt le médicament qui peut tout et de ne pas faire une juste place. Ça ne remplace pas tous les traitements, Vincent l'a dit, il a eu sa chimiothérapie, mais il y a une place dans un parcours de soins pour l'activité physique. Alors cette activité physique, elle doit être évidemment dosée au risque du malade, à son traitement. Mais il y a une place non seulement parce que ça fait partie d'une rémission, d'un parcours de rémission, mais aussi pour l'équilibre. Comme Vincent le dit, il y a la possibilité de mieux tolérer son traitement, d'avoir des perspectives, de construire un avenir, de retourner. On prend le cancer du sein chez la femme. C'est le premier cancer de la femme. Aujourd'hui, c'est 54 000 cas nouveaux par an, 12 000 décès par an. Il y a environ 40% de rémission en plus avec de l'activité physique. Cette loi, du coup, cette loi dont vous parlez, qui est entrée en vigueur le 1er mars 2017, elle est pour les gens qui ont une affection longue durée, c'est ça? Donc les femmes atteintes de cancer du sein et... Absolument. Ces affections de longue durée, c'est 10 millions de personnes en France. Donc c'est colossal. Et il faut... Aujourd'hui, dans ces maladies, vous avez les cancers, vous avez un certain nombre de maladies chroniques, un certain nombre de maladies cardiaques, et donc de permettre à chacun d'avoir une activité qui soit conforme à son risque et à sa maladie. On a besoin d'une ordonnance pour ça, vraiment? Je reprends mon exemple d'une femme avec un cancer du sein qui n'a jamais fait d'activité physique.
elle ne va pas forcément passer la porte d'une structure ou partir à l'entraînement, donc toute seule. Donc son médecin traitant qui a la confiance, quand il l'oriente vers une structure qui a les qualités aussi pour l'accueillir, qui va savoir comment l'apprendre, comment l'organiser, sa pratique. Elle va rencontrer d'autres personnes, c'est souvent très important. Donc tout ça, ça fait partie d'une culture qu'il faut de plus en plus développer. Dans le blog que développe Vincent, il y a tous ces exemples. Et ces exemples, on en a de plus en plus sur le terrain. Et je crois que la France, sur ce registre-là, a vraiment besoin de passer un peu... Justement, vous parlez du blog de Vincent avec votre compagne. Vous avez créé un blog Malade de sport. Vous êtes vraiment convaincu des bienfaits du sport pour la santé? Bon, on est devenus convaincus, même si effectivement on était tous les deux sportifs par le passé, mais effectivement on a découvert toute cette littérature scientifique déjà qui existe depuis finalement très longtemps, pas seulement depuis ces dernières années où on en parle davantage. Et donc on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient prouvées. Voilà, Madame Fournier, on le disait, en cancérologie, en diabète, pour les personnes diabétiques, il y a déjà énormément de choses. Donc finalement là, nous avec le blog, on enfonce un petit peu aussi des portes ouvertes, mais il faut les mettre en valeur ces choses-là. Comme moi, en arrivant à l'hôpital, effectivement, j'ai demandé est-ce que je peux faire du sport, est-ce que je peux continuer de faire du sport. Les médecins ne savaient pas trop me répondre. On m'a dit faites comme vous le sentez, mais disons qu'il n'y avait pas de cadre, quoi. Je ne savais pas à quelle intensité je pouvais en faire, à quel rythme. Donc il manquait des informations, alors que par exemple à Caen, il y a quand même des choses qui sont mises en place avec des éducateurs sportifs déjà à l'hôpital, il y a des structures dans la ville. Donc finalement il existait déjà beaucoup de choses, mais le monde hospitalier n'est pas toujours au fait de ces choses-là. Donc on s'est dit qu'il fallait informer, qu'il fallait mettre en valeur les initiatives locales qui étaient faites, et puis scientifiquement aussi parler de toutes ces études pour que les gens comprennent que c'est pas seulement moral, que c'est aussi physique. Il y a chimiquement quelque chose qui se passe aussi avec le sport. Donc c'est important d'en parler parce que c'est une question de santé publique. Merci à vous, Vincent Guerrier, Valérie Fournéron, vous restez avec nous. On va parler à présent d'une autre facette du sport, plus souterraine, celle du dopage. On a beaucoup entendu parler dopage ces dernières années, notamment en juillet dernier, avec un procès retentissant dans le monde du cyclisme face à celui qui fut surnommé le docteur Mabuse. Un ancien coureur a brisé la loi du silence. Fabien Taillefer, il sera avec nous dans un instant. Avant cela, retour sur son affaire. Comme une provocation, c'est avec une valisette aux couleurs d'une célèbre équipe professionnelle que Bernard Sainz arrive au palais de justice de Caen le 4 juillet dernier. Réputé intouchable, cet homme de 74 ans se présente comme un simple naturopathe. Mais pour la première fois, le témoignage d'un ancien coureur, Fabien Taillefer, va faire vaciller celui que l'on surnomme le docteur Mabuse. Moi je croyais qu'il y avait besoin de ça à un certain moment, mais en fait non, c'est pas vrai, il faut garder le plaisir du vélo, c'est pour ça que je me bats et pour ça que je fais ça, quoi. Bernard Sainz, qui a fait appel, est condamné à 9 mois de prison ferme pour incitation au dopage et exercice illégal de la médecine. Par ses déclarations, Fabien Taillefer a provoqué un coup de tonnerre dans le monde du cyclisme. À seulement 27 ans, le Calvadosien a brisé la loi du silence, sans état d'âme. Moi, je sais qu'aujourd'hui, si je ne m'étais pas dopé et que j'avais continué à m'entraîner, je serais encore à m'amuser chez les pros. Je ne dis pas que je gagnerais les courses, mais je serais encore en train de m'amuser. Donc c'est de ma faute. Et pour me rattraper, pour moi m'en vouloir, je suis obligé de tout dire, j'en ai besoin. Au milieu des années 2000, Fabien est l'un des plus grands espoirs du cyclisme français. Un surdoué qui enchaîne les victoires dans toutes les catégories de jeunes. Il incarne une nouvelle génération de coureurs, a priori beaucoup plus propres. On se bat pour ça, pour un cycliste meilleur. Il y a tous les jours on apprend des choses, mais c'est tant mieux, ça fait du ménage. Ambitieux, Fabien Taillefer signe son premier contrat professionnel en 2008. Mais le Calvadosien peine à s'imposer au plus haut niveau. En panne de résultats, il retourne chez les amateurs et se voit alors proposer des produits dopants. Quand on me les propose la première fois, déjà je dis non. Et on ne me dit pas est-ce que tu veux te doper, on me dit tiens est-ce que tu veux ça, voilà, on n'emploie même pas forcément le mot dopage, je dis non. Et c'est plusieurs mois après où en fait je me trouvais gros que j'ai voulu utiliser l'usage de corticoïdes pour perdre du poids. L'engrenage du dopage a commencé. Quelques mois plus tard, Fabien décide de prendre de l'EPO et rapidement, le Normand se sent pousser des ailes. On va dire qu'en haut d'une bosse, là où tout le monde avait mal aux jambes, moi j'avais pas mal aux jambes, donc je n'attaquais pas, je me disais personne n'a mal, ça n'a pas dû monter si vite que ça. Et sur le plat, j'ai l'impression de voler. Fabien Taillefer se sent surpuissant. 3 à 4 injections d'EPO 72 heures avant la course.
À l'époque, son protocole de dopage est indétectable lors des contrôles, qui sont plutôt rares chez les amateurs. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la police enquête depuis des mois sur son entourage. L'étau se resserre jusqu'à ce jour de mars 2011. Mais tout d'abord, on vient de l'apprendre, un cycliste haut normand serait impliqué dans une affaire de dopage. Fabien Taillefer. Acculé, le Calvadosien collabore immédiatement avec les enquêteurs. Il raconte tout et donne des informations concernant notamment Bernard Sens, le sulfureux docteur Mabuse, qu'il affirme avoir rencontré dans son manoir de l'Orne. Je suis convaincu que cette personne est fausse, cette personne ment, elle fait du mal. Désormais père de famille, Fabien Taillefer veut sa revanche sur le dopage qui touche aussi les amateurs. Au procès en juillet dernier, l'un d'entre eux était absent à la barre. Stéphane Belot, un autre espoir du cyclisme normand, qui s'est lui aussi perdu dans les ravages du dopage. Il est décédé en 2014 à seulement 30 ans. Fabien Taillefer, vous nous avez rejoint sur ce plateau, vous avez 28 ans aujourd'hui. Où en êtes-vous de votre carrière de cycliste ? Bon, la carrière cycliste, c'est terminé. Maintenant, j'ai repris une licence, mais c'est plus vraiment une carrière. Je fais du sport comme n'importe qui pourrait faire du sport, quoi. C'est le dopage qui a modifié votre carrière sportive ? Le dopage, mais surtout mes aveux, en fait. Si je n'avais pas avoué, je serais sûrement encore en train de faire du vélo, peut-être même dans le monde professionnel. Ça a été compliqué pour vous de briser la loi du silence ? Ça n'a pas été compliqué de briser la loi du silence parce que je suis sorti de garde à vue, j'ai fait mes aveux publics, mais c'est la suite en fait. C'est après que ça a été compliqué, je ne me rendais pas compte qu'en fait je mettais fin à tout ça avec mes aveux. On vous a vu comme un traître pour certains ? Bah, on ne va pas vous le dire ouvertement, mais en fait les portes se referment, vous n'avez plus de contact, vous n'avez plus de mails, vous n'avez plus d'SMS, vous n'avez plus de bonjour, c'est fini tout ça. Et c'est encore le cas aujourd'hui ? Bah, j'ai quitté le monde du sport pendant plusieurs années, là je reviens, mais je sais comment ça va se passer. Si j'obtiens des résultats, ça sera de toute façon fermé. En plus j'ai 28 ans, mais même si ça s'était passé comme ça à 23 ans, c'était fini. Valérie Fourniron, vous présidez depuis octobre dernier la nouvelle autorité indépendante de contrôle antidopage au sein de l'Agence mondiale. Est-ce qu'il y a une prise de conscience nouvelle d'aller vers un sport plus vertueux ? Elle n'est pas nouvelle, mais le combat il est permanent. Il est permanent depuis surtout justement que cette agence mondiale a été mise en place en 1999, parce que le dopage, ça ne peut pas être traité simplement discipline par discipline ou pays par pays. C'est évidemment, je veux dire, un combat qui doit être international avec les mêmes règles pour tous les sportifs du monde entier, quelle que soit leur discipline. Et donc les mêmes règles, des laboratoires accrédités avec les mêmes protocoles, des contrôles antidopage avec les mêmes protocoles. Et sur ce plan-là, Fabien le dit, on progresse, heureusement on progresse, parce que le sport, c'est la sincérité du résultat. S'il y a de la tricherie, on ne croit plus au sport. Vous allez diriger la lutte antidopage là, pour les prochains Jeux Olympiques d'hiver. C'est possible de croire à des Jeux Olympiques propres ? En tout cas, on progresse et moi, je veux tout faire pour que le sport soit de plus en plus propre et que les sportifs ne soient plus jamais des cobayes de laboratoire. On vient de parler de sport santé. Le sport, ça doit être un outil de santé. Ça ne peut pas détruire la santé des sportifs ou leur avenir. Et donc, aujourd'hui, on a besoin de progresser parce qu'il faut progresser sur la lutte antidopage. Les témoignages de Fabien comme d'autres nous font aussi progresser, les affaires nous font progresser, bien sûr. Et puis des disciplines qui, sans doute, étaient... comme on dit, un peu en dedans, on ne faisait pas beaucoup d'efforts. On a souvent des exemples de cyclisme, mais le cyclisme a fait beaucoup de travail quand même sur la lutte antidopage et je crois que c'est important de reconnaître qu'il nous accompagne pour qu'on ait un sport toujours plus vertueux. Est-ce que vous regrettez d'avoir brisé cette loi du silence ou est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui ? Non, je ne regrette pas du tout. Je regrette plutôt de m'être dopé, c'est ça la plus grosse bêtise. Non, je suis bien comme je suis, de toute façon, je ne peux pas revenir en arrière. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'être venus. Si le sport est en grande partie une histoire de santé, c'est aussi une pratique bien ancrée dans notre société. Les grands événements internationaux, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football, le Tour de France cycliste sont regardés par des millions, voire des milliards de téléspectateurs. Un spectacle devenu une affaire de business, on en parlera. Mais le sport, c'est aussi une histoire d'hommes,
et de femmes, une histoire relativement récente. Le renouveau du sport contemporain date du 19e siècle. Inventé outre-Manche, c'est notamment par la Normandie que le football et le rugby sont arrivés en France. Dès 1872, un négociant britannique, Frédéric Longstaff, fonde ainsi le Havre Athletic Club, le doyen des clubs français. Des supporters français qui entonnent leur hymne sur l'air de God Save the Queen, ça n'arrive qu'au Havre. À l'origine de cette singularité, Frederick Field Longstaff, l'Anglais qui a fondé le club en 1872. L'acte de fondation est unique en France, c'est le club doyen, c'est l'appartenance à l'Angleterre. C'est ce qui fait que le club est pas seulement un club de foot, mais une institution et un patrimoine footballistique français. Longstaff arrive au Havre vers 1845. Négociant, armateur, agent maritime, il est installé Grand Quai, le cœur du port à l'époque. Rapidement, il devient l'un des hommes forts de la grosse communauté britannique. C'est quelqu'un qui est déjà bien implanté, qui a tissé un réseau économique qui est particulièrement influent. Et il va donc être choisi par les sportifs qui souhaitent créer une société pour être leur président. Ce n'est pas quelqu'un qui va participer, c'est quelqu'un qui va apporter ses réseaux, mais aussi son aura. Nous sommes en 1872. Claude Monet peint Impression soleil levant, non loin des bureaux de Longstaff. À quelques hectomètres de là, de jeunes Anglais jouent au ballon, mêlant rugby et football. Ils adoptent les couleurs ciel et marine, comme leur université d'origine, Oxford et Cambridge. Et pour disputer les premiers matchs, ils retournent de l'autre côté de la Manche. Donc au tout départ, ils ne peuvent pas avoir d'adversaires locaux pour la simple et bonne raison que les Français ne pratiquent pas. Il y a des matchs avec des équipes britanniques, notamment Southampton, qui est la première équipe que rencontre le Havre en 1873. La plus ancienne archive date de 1894, avec ce dépôt des statuts signé du premier président. C'est alors que les sections rugby et football se séparent. Longstaff offre un champ pour le ballon ovale qui deviendra le doyen des stades français. Depuis, le terrain n'a jamais été labouré. Alain Renaud y a usé ses crampons et distribué quelques marrons. C'est la terre de nos ancêtres et Longstaff avait ce terrain et il l'a légué pour le rugby. La terre à laquelle on tombe ou quoi que ce soit, c'est quand même celle de l'origine, quoi. Donc ça, c'est quelque chose de très très cher. Longstaff meurt en 1900, mais la culture british des origines ne s'est jamais dissoute. Par-delà les décennies, ses successeurs y ont veillé. Je me rappelle quand je jouais, des fois le président Tanguy de l'époque, qui travaillait beaucoup avec le port, lorsqu'il y avait un bateau qui arrivait et il savait à peu près les horaires des bateaux, nous organisait en entraînement avec les mecs du bord des bateaux qui arrivaient anglais, quoi. Puis même s'il y a une grande rivalité entre le rugby français et anglais, mais tout le respect à eux, parce que ils nous ont amené ça, quoi. Au hack foot, les supporters se veulent les garants des racines britanniques. Au moindre écart des dirigeants, ils rappellent le droit chemin. Le blason et le maillot, ce n'est pas des choses sur lesquelles on transige. Quand on parle de l'importance de l'histoire, ça, c'est un prérequis total. C'est, comme diraient les Anglais, mandatory. On ne peut pas changer le blason, on ne peut pas changer le maillot. Ce partage historique entre les couleurs d'Oxford et de Cambridge, c'est l'identité du club et ça doit être immuable. En 500 ans, les Anglais ont souvent martyrisé les Havrais à coups de milliers de tonnes de bombes. Longstaff et ses ballons ronds et ovales ont amené un peu de paix dans cette relation tumultueuse. Thierry Huvenard, vous êtes un ancien joueur professionnel de football. Vous avez fait toute votre carrière ici au Havre avant de passer entraîneur au HAC, à Toulouse, puis à Lens. Cet été, vous êtes revenu dans votre ville natale pour entraîner cette fois l'équipe féminine qui joue d'ailleurs parfois ses matchs de championnat ici sur cette pelouse. Ce club du HAC, il a une identité particulière. Qu'est-ce qui fait cette identité ? L'identité du club, c'est certainement ses 146 ans. Hein, club qui est né en 1872. Cette chose permet d'avoir une identité au niveau du football français, ça c'est clair. Il y a une histoire, il y a une culture du football en Normandie. La culture du football, elle est en Normandie et plus précisément au Havre pour moi, oui, effectivement. Ouais. Parce que justement le football est arrivé par ici. Le football est arrivé en traversant la Manche d'Angleterre et est arrivé directement sur le Havre
Et ça, on peut en être fier, et je crois que les Havrais en sont fiers. Il y a une ferveur particulière aussi des supporters autour de ce club du HAC. Les gens du Havre aiment leur club, aiment le HAC. Voilà. Quand ils viennent au stade, ils viennent pas au stade, ils viennent au HAC. Et ça, c'est particulier quand même. Il n'y a pas beaucoup de clubs où l'on dit ce genre de choses. On vient au HAC, on ne vient pas au foot, on vient au HAC. Qu'est-ce qui vous a fait revenir il y a quelques mois ici, dans votre ville natale? Pourquoi accepter ce défi d'entraîner des féminines? Alors on est revenu parce qu'on aime notre ville et on voulait revenir à tout prix. Et après, le club s'est lancé dans le football féminin avec un projet sympa avec Monsieur Volpe. On m'a proposé ce poste et je l'ai accepté parce que quelque part, ça me permet de retravailler et ça me permet de découvrir autre chose. C'est un défi pour vous d'entraîner des femmes? C'est pas seulement un défi, c'est vraiment une expérience très enrichissante pour moi et à travers ce poste, j'apprends beaucoup. Le foot féminin prend de plus en plus de place aujourd'hui, vous avez ce sentiment-là? Dans le football, c'est sûr. Dans le football en général, dans le football français, c'est sûr. Mais des gens l'avaient très bien compris il y a déjà une quinzaine d'années. C'est le président de Lyon, Aulas, qui s'était lancé dans le football féminin et on voit le résultat aujourd'hui. Thierry Huvenard, on va continuer à parler avec vous de cette équipe, mais d'abord à l'image du HAC et du football féminin. Dans de nombreuses disciplines, le sport se professionnalise, même au niveau amateur. Avec l'ambition sportive vient la nécessité de se structurer, de grandir. À tous les niveaux, les clubs se gèrent souvent comme des entreprises. Au cœur de la ville, la patinoire de l'Île-la-Croix, une place forte du sport à Rouen. Voilà, monsieur. Merci bien. Sevré de succès dans les disciplines majeures depuis longtemps, les Rouennais ont au fil des années trouvé un nouvel étendard, celui du RHE. Le Rouen Hockey Elite, une machine à gagner qui séduit régulièrement plus de 2700 spectateurs dans ses travées. Pour comprendre la réussite made in Normandie d'un club à l'accent très nord-américain, il suffit de suivre le gardien du temple, Guy Fournier. Bonsoir. Comme chaque soir de match, place à l'opération séduction. Quand j'ai des blessures à l'échauffement, des fois, je leur demande de mettre les patins, donc pas trop de champagne, les gars, faites attention. Un bon mot pour mettre dans l'ambiance ses nouveaux clients. Venez avec moi. Des collègues venus fêter la fin d'année en VIP. Petit four, champagne et explication des règles aux premières loges sont au menu, moyennant 100 € par personne. L'équipe qui perd aura un point. Une présence sur la glace, ça dure entre 40 et 50 secondes. Après, les gars, ils sont cuits, ils sont dans le rouge, ils ne peuvent plus tenir plus longtemps. Expliquer, pour attirer un nouveau public, une stratégie commerciale essentielle. Il faut essayer de les amener une première fois à venir voir un match. Et après, on sait que c'est des futurs clients, je pense. Autre étage, autre opération découverte. Pour 50 € écharpe comprise, ces supporters vont découvrir les coulisses d'un club professionnel. De la gestion des transferts. Les agents, comme ils me connaissent, ça fait des années qu'on travaille ensemble, mon téléphone se met à sonner tout de suite. Jusqu'à la mise en place tactique présentée par l'entraîneur en personne, quelques minutes avant la rencontre. Ils ont tout de suite un 3 contre 2 et ils vont à la cage tout le temps. Une disponibilité et une transparence surprenantes, quand d'autres disciplines préfèrent garder leur secret de fabrication précieusement. Un staff aux petits soins avec son public, une opération rentable et nécessaire. Sur un budget de 2,7 millions € par an, la billetterie et les produits dérivés représentent 41% des recettes, tout comme les partenaires privés. Les pouvoirs publics complètent le financement à hauteur de 18%. Quant aux performances sportives, ça rapporte absolument rien. Le fait d'aller en play-off, rapporter la ligne Magnus, là où c'est intéressant, c'est que c'est des 4-2-7. Et ça veut dire que ça va te faire plus de matchs à la maison en finale que si tu es éliminé en quart de finale. Mais en tant que prime, en tant que tel, il n'y a aucune prime. Avec un tarif moyen de 15 € la place, vous l'avez compris, chaque match à domicile vaut son pesant d'or. Mais si le club a augmenté son budget d'environ 30% en 10 ans, c'est aussi grâce à sa bonne image qui rassure les collectivités et enthousiasme les entreprises. En témoigne la présence régulière dans les loges du président de la Matmut. La mutuelle, dont le siège social est à Rouen, est un allié indispensable pour exister au haut niveau. À partir du moment où les clubs font le job, il n'y a pas de problème. Dès lors qu'on ne sent pas un mouvement d'entraînement, une gestion appropriée et autres, on révise notre position. Un financement annuel de 450 000 €, de quoi motiver le RHE à faire le job.
Changement de décor pour comprendre le financement du monde amateur. L'Évreux Football Club 27, un club populaire accolé au quartier de la Madeleine. 600 licenciés et une équipe première qui évolue en 5e division. Aux commandes depuis plus de 2 ans, Philippe Mongreville. Depuis son arrivée au club, l'entrepreneur a redressé les finances de l'association en la gérant comme une entreprise. Sa première mesure forte, développer les partenaires privés. Ce jour-là, c'est l'heure du bilan chez son principal sponsor. On avait fait combien à l'époque? C'était les 10 000. C'était 10 000 euros? Oui, tout à fait. On a dû faire ça dans ce Après, on a eu 2 000 de plus. En jeu, une rallonge budgétaire. Pour associer le logo de son enseigne au club, Samuel Brigantino débourse chaque année 12 000 euros. Ce jour-là, il s'engage pour 2 000 euros supplémentaires et ne compte pas s'arrêter là. Le jour où le club sera à plus haut niveau, on le suivra et s'il faut mettre plus, on mettra plus concrètement. Parce qu'il n'y a pas vraiment de budget. C'est plus au feeling. Ce partenariat, il est capital dans votre budget? Bien sûr. Quand j'ai pris la présidence du club, on avait un gros partenaire. Voilà. Et puis après, des micro-partenaires. On avait, je crois, un budget partenariat qui était en dessous des 15 000 euros. Depuis 2 ans, le budget partenariat est passé aux environs de 150 000 euros. En multipliant son sponsoring par 10, Philippe Mongreville s'est offert un peu d'autonomie et de visibilité dans une économie dépendante de l'argent public. Principal bailleur de fonds du club, la ville d'Évreux avec 230 000 euros de subventions annuelles. Un investissement social déterminant dans la vie de la commune. Mais aujourd'hui, le maire s'inquiète des récentes restrictions budgétaires. Si nous continuons à baisser les subventions aux associations, alors beaucoup d'associations mettront la clé sous la porte. Et dans ce cadre-là, il faudra que l'État assume et explique. De quoi inquiéter bon nombre d'associations sportives. Sur un budget annuel de 700 000 euros, 43% des ressources de l'EFC viennent des pouvoirs publics et 57% du privé, des licences et parfois des indemnités de transfert. Dernier exemple en date avec Ousmane Dembélé. L'Hébroïcien a rejoint Barcelone cet été pour un montant estimé à 145 millions d'euros. Et si Évreux n'est pas le club vendeur, il est l'un des clubs formateurs et a récolté à ce titre près de 350 000 euros. Cette somme est à peu près la moitié du budget annuel du club. D'où l'intérêt de travailler toujours dans le sens de former de jeunes joueurs, ce que l'on appelle de futures pépites, et qui, un jour, nous ramèneront quelques subsides qui seront toujours nécessaires, effectivement, à faire fructifier les finances de l'EFC 27. L'argent du sport business ruisselle pourtant rarement jusqu'aux amateurs, mais pendant quelques années, la pelouse d'Évreux sera plus verte qu'ailleurs. Thierry Huvenard, la contrainte budgétaire, est-ce que c'est quelque chose qui pèse sur l'entraîneur que vous êtes ? Du tout, non. Ça ne me regarde pas déjà d'une et je m'y intéresse pas du tout. Donc non, ça ne me pèse pas du tout, non. Même question recrutement, enfin, au niveau des féminines, c'est plus limité. Mais... Aujourd'hui, au niveau des féminines, on parle de recrutement bien sûr, mais le recrutement se fait comme ça, de bouche à oreille, avec les relations qu'on peut avoir dans le milieu et sur la connaissance du football, sur la connaissance des équipes adverses, etc. Mais pour l'instant, aujourd'hui, en tous les cas, on ne parle pas d'argent au niveau des transferts de joueuses. Ça ne se fait pas encore, non. Est-ce que sur vous pèse une obligation de résultat ou une pression financière des dirigeants du club ? Aujourd'hui, pression financière, non, je pense pas, mais une pression de résultat, oui, ça c'est sûr. Monsieur Volpe a lancé le projet avec des objectifs bien précis, c'est de monter dans les 3 ans en Division 1 pour aller titiller les meilleurs. Donc quand on m'a confié le poste, j'oublie pas cet objectif. Voilà, pour autant, est-ce que le football féminin attire des partenaires ? Aujourd'hui, oui, ça commence à prendre forme parce qu'il y a un exemple, c'est sur le maillot de l'équipe féminine. Aujourd'hui, vous avez, depuis le début de saison, il y a 400 partenaires qui sont venus se greffer sur le maillot. Donc, quelque part, ça donne envie aux partenaires de venir pour investir un peu dans le football féminin et se faire connaître aussi, bien sûr, c'est le but. Vous avez été joueur professionnel il y a maintenant 30 ans. Est-ce que vous avez l'impression que l'argent a pris plus de place dans le football ? Voilà, vous qui avez été joueur. Oui, mais bon, c'était comme ça il y a 30 ans lorsque j'étais joueur. Maintenant, effectivement, peut-être qu'à cette époque, s'il y a eu l'argent, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent, je serais beaucoup plus riche et peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais pas besoin d'être entraîneur et je vivrais de mes rentes, pardon. Mais
Non, Ça c'est nuit comme au ça, sport et ou c'est pas comme ça, et tant mieux pour les joueurs actuels. Est-ce que ça nuit au sport, ce business qui arrive dans le football, qui se développe? On peut pas dire que ça nuit, parce que oui, je pense que ça nuit un petit peu, mais quelque part aussi ça permet d'avoir un football de haut niveau et d'avoir des équipes comme on a notamment chez les hommes, des équipes comme le PSG, comme Monaco, qui permet d'élever le niveau du football français. Donc faut pas se plaindre de ça, je pense pas. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bonne journée. On vient de le voir, en parallèle de ces petites structures qui ont parfois du mal à survivre, d'autres clubs abreuvés par les droits télé brassent en revanche des millions d'euros. À l'image du football professionnel, d'autres disciplines seront-elles demain gagnées par le sport business? C'est déjà le cas de l'une d'entre elles, désormais reconnue officiellement, l'e-sport. Avec plusieurs millions de pratiquants, les compétitions de jeux vidéo représentent un marché colossal. Certains l'assurent, c'est une nouvelle discipline qui voit actuellement le jour sur les traces du sport traditionnel. Il remplit désormais des stades entiers, comme ici, à Pékin. L'e-sport, le jeu vidéo de compétition, est en plein essor. En 2017, son chiffre d'affaires annuel mondial avoisinait les 700 millions de dollars, et selon les estimations, il pourrait s'élever à 1,5 milliard d'ici 2020. Retransmises en direct sur Internet, certaines parties sont massivement regardées à travers le monde, comme la dernière finale des championnats du monde de League of Legends, figure de proue du phénomène, suivie par 58 millions de personnes. Les joueurs sont professionnels et érigés au rang de stars. Yanis n'en est pas encore là, même si ce Normand est un joueur de haut niveau. Il fait partie des meilleurs d'Europe. Pour les initiés, il est au rang Diamant 5. Il consacre jusqu'à 20 heures par semaine à ce jeu où deux équipes s'affrontent avec un objectif: détruire la base de l'autre en protégeant la sienne. Des sbires sont apparus. Pour être compétitif, faut forcément prendre du temps. On ne devient pas meilleur en claquant des doigts, ça n'arrive pas comme ça. Hein. Je ne vais pas au jour au lendemain arriver au foot et puis dire j'ai le niveau de Cristiano Ronaldo comme ça en claquant des doigts, hein, ça arrive jamais. Donc forcément, là c'est pareil, faut jouer, faut prendre du temps, faut s'entraîner, c'est exactement comme un sport. Après ses cours à la fac, il étudie le jeu sous toutes les coutures, apprend les caractéristiques de chaque personnage pour anticiper les coups des adversaires lors des compétitions. Mais son terrain d'entraînement ne se limite pas à sa chambre. Régulièrement, Yanis se rend dans ce nouveau bar de Caen dédié à l'e-sport. Une franchise française qui surfe sur un engouement. Créée en 2013, elle compte aujourd'hui 26 établissements dans 7 pays différents. Ici, les fans de jeux vidéo se réunissent autour d'un verre et d'une manette pour se divertir ou jouer en compétition. Ah, je joue mal. Ça m'a saoulé. Je joue mal. Ce soir-là, Yanis retrouve son équipe, les Phoenix de Caen, pour participer à un tournoi. Il y a un bleu. Ok, il n'y a plus d'ulti Rakan, on peut y aller si tu veux. L'entraînement doit payer maintenant. Ah putain, je vais mourir. Les compétitions comme celle-ci ne sont officiellement reconnues que depuis octobre 2016 et la loi pour une république numérique. Désormais, la pratique est encadrée et il existe même un statut pour les joueurs professionnels. C'est là qu'on voit vraiment que la pratique a évolué et que justement on arrive dans une phase qui est un peu plus mature. Mais on n'est pas encore à son apogée puisqu'on voit que le pic de croissance est encore énorme. Le jeu vidéo serait donc en pleine mutation. Il sort désormais des salons et fédère une grande communauté pour peut-être devenir le grand sport de demain. C'est déjà un sport à même titre que le basket, le handball ou le football américain. C'est en termes de nombre d'abonnés, en termes de nombre de visualisations télévisuelles. Du coup, pour nous, ça sera sur Internet, mais ça se comptabilise pareil que le télévisuel. On a les mêmes chiffres que n'importe quel gros sport, à part le foot qui est encore devant. Ça touche autant de monde. Ça touche autant de monde, même plus de monde que la majorité des sports. Mais sans dépenses physiques, la notion de sport fait débat. Pourtant, le parallèle est de plus en plus juste. À l'image du projet de ces deux jeunes entrepreneurs cannais. Ils créent une structure destinée aux joueurs, calquée sur le modèle des clubs de sport traditionnels. Ok, je remplis juste la 3 et je le rends comme ça. Là, c'est leur proposer un lieu où ils se retrouvent, structuré, avec des entraînements,
où ils peuvent venir même librement. Et ils retrouvent leurs copains, leur équipe. Et après, le week-end, du coup, ils peuvent mettre en place des choses pour aller en LAN avec notre aide. Les membres disposeront d'un entraîneur quel que soit leur niveau. Le projet est quasiment unique en France. Le marché de l'e-sport, je le compare souvent au football. C'est comme s'il y avait la Ligue 1 et la Ligue 2 au niveau du championnat et que derrière, il n'y avait plus rien pour tout ce qui était amateur, etc. Alors que c'est une pratique qui est très populaire. Calme-toi Hervé, calme-toi. Mais je suis calme. Pendant que des clubs d'e-sport voient le jour, des clubs de sport traditionnels s'emparent de cette tendance. Comme le Stade Malherbe de Caen. Ce jour-là, au cœur de son stade d'Ornano, le club de Ligue 1 organise son premier tournoi FIFA, le jeu de foot le plus joué au monde. Oh là là. Pour faire rayonner l'événement, l'organisation a fait appel à ce youtubeur originaire de Fécamp. Salut les man dans la magnitude de Richter, ça va ou quoi? Il s'appelle Benz, son métier, se filmer en jouant à la console. S'il te plaît Benz, t'es filmé, il y a les caméras, fais pas l'idiot. Là si elle était dedans c'était pareil, hein, c'est Thierry Henry mon pote. Hein. Ces vidéos cumulent plus de 18 millions de vues. Pour lui, la frontière entre le foot sur gazon et celui de salon tend à s'effriter. Car dans le fond, le public est le même, les amoureux du ballon rond. Les clubs de Ligue 1 s'ouvrent parce qu'ils ont bien compris qu'effectivement c'était l'avenir, c'était quelque chose qui était évident. Et je pense qu'à terme, tous les clubs de Ligue 1 auront une structure et une section e-sport en leur sein. Habilité, stratégie, concentration, mais pas de dépenses physiques. Même si son ampleur et son poids économique n'est plus contestable, l'image de l'e-sport doit encore évoluer pour s'affirmer comme un sport. Et à l'heure où le comité international olympique évoque une possible entrée au JO, le défi ne semble pas si fou. Qu'il soit considéré ou non comme une activité sportive à part entière, l'e-sport devrait néanmoins représenter d'ici 2020 un marché mondial de 4 milliards d'euros. C'est la fin de ce numéro d'Enquête de Région, une émission à retrouver sur notre site internet. On se retrouve le mois prochain, on parlera addiction.